Quelle que soit la
Mesdames, Messieurs, bonjour. En France comme dans beaucoup de pays libres, la liberté d'expression est un principe intangible. C'est sur cette base que toute personne peut librement émettre une opinion, positive ou négative, sur un sujet mais aussi sur une personne physique ou morale, une institution. Il s'agit donc d'un droit, mais comme tout droit, son abus peut être sanctionné, au terme de la théorie de l'abus de droit. Que ce soit en France ou dans tiers pays, chaque personne devrait entreprendre le principe, l'utilité accaparée par chaque société au fil de l'année. Éveil de la conscience vous présente la puce RFID. De la traçabilité au contrôle programmé partie 1. La radio-identification, le plus souvent désignée par le sigle RFID, de l'anglais Radio Frequency Identification, est une méthode pour mémoriser et récupérer des données à distance en utilisant des marqueurs appelés radio-étiquettes, RFID tag ou RFID transpondeur en anglais. Les radio-étiquettes sont de petits objets, tels que des étiquettes auto-adhésives, qui peuvent être collés ou incorporés dans des objets ou produits et même implantés dans des organismes vivants, animaux, corps humain. Les radio-étiquettes comprennent une antenne associée à une puce électronique qui leur permet de recevoir et de répondre aux requêtes radio émises depuis l'émetteur-récepteur. Ces puces électroniques contiennent un identifiant et éventuellement des données complémentaires. Cette technologie d'identification peut être utilisée pour identifier les objets, comme avec un code barre. On parle alors d'étiquettes électroniques, les personnes, en étant intégrées dans les passeports, cartes de transport, cartes de paiement, on parle alors de cartes sans contact. Les carnivores domestiques, chats, chiens et furets, dont l'identification RFID est obligatoire dans de nombreux pays, en étant implantée sous la peau. C'est également le cas de manière non obligatoire pour d'autres animaux de compagnie ou d'élevage, on parle alors de puces cutanées. Un système de radio-identification se compose de marqueurs, nommés radio-étiquettes ou transpondeurs et d'un ou plusieurs lecteurs. Un marqueur est composé d'une puce et d'une antenne. Projet d'identification, l'exploration des données, au sein des RFID. L'exploration de données, connue aussi sous l'expression de fouille de données, forage de données, prospection de données, data mining, ou encore extraction de connaissances à partir de données, ECD en français. KDD en anglais, a pour objet l'extraction d'un savoir ou d'une connaissance à partir de grandes quantités de données, par des méthodes automatiques ou semi-automatiques. L'utilisation industrielle ou opérationnelle de ce savoir dans le monde professionnel permet de résoudre des problèmes très divers, allant de la gestion de la relation client à la maintenance préventive, en passant par la détection de fraude ou encore l'optimisation de sites web. C'est aussi le mode de travail du data journalisme. L'exploration de données fait suite, dans l'escalade de l'exploitation des données de l'entreprise, à l'informatique décisionnelle. Celle-ci permet de constater un fait, tel que le chiffre d'affaires, et de l'expliquer comme le chiffre d'affaires décliné par produit, tandis que l'exploration de données permet de classer les faits et de les prévoir dans une certaine mesure ou encore de les éclairer en révélant par exemple les variables ou paramètres qui pourraient faire comprendre pourquoi le chiffre d'affaires de tel point de vente est supérieur à celui de tel autre.
La génération de modèles à partir d'un grand nombre de données n'est pas un phénomène récent. Pour qu'il y ait création de modèles, il faut qu'il y ait collecte de données. En Chine, on prête à l'empereur Tang Yao la volonté de recenser les récoltes en 2238 avant Jésus-Christ. En Égypte, le pharaon Amasi organise le recensement de sa population au 5e siècle avant J.C. Ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'on commence à vouloir analyser les données pour en rechercher des caractéristiques communes. En 1662, John Grown publie son livre Natural and Political Observation du point de Bill of Mortality, dans lequel il analyse la mortalité à Londres et essaie de prévoir les apparitions de la peste bubonique. En 1763, Thomas Bailly montre qu'on peut déterminer, non seulement des probabilités à partir des observations issues d'une expérience, mais aussi les paramètres relatifs à ces probabilités. Présenté dans le cas particulier d'une loi binomiale, ce résultat est étendu indépendamment par Laplace, conduisant à une formulation générale du théorème de Bailly. Legendre publie en 1805 un essai sur la méthode des moindres carrés qui permet de comparer un ensemble de données à un modèle mathématique. Les calculs manuels coûteux ne permettent cependant pas d'utiliser ces méthodes hors d'un petit nombre de cas simples et éclairants. De 1919 à 1925, Ronald Fissé met au point l'analyse de la variance comme outil pour son projet d'inférence statistique médicale. Les années 1950 voient l'apparition de calculateurs encore onéreux et des techniques de calcul par lot sur ces machines. Simultanément, des méthodes et des techniques voient le jour telles que la segmentation, classification, entre autres par la méthode dénuée dynamique, une première version des futurs réseaux de neurones qui se nomme le perceptron, et quelques algorithmes auto-évolutifs qui se nommeront plus tard génétiques. Pour de plus amples informations, je vous invite à regarder sur Éveil de la conscience, comme ou sur divers sites internet. Toute référence sera prédéfinie selon vos clés. Partie 2 à suivre. Journaliste Walt Mossberg. Et comme beaucoup avant lui, Mark va passer un sale quart d'heure. Voici Mark Zuckerberg. Il était très au courant des thèmes de l'interview, donc on était vraiment surpris de le voir si nerveux. Pourquoi faites-vous en sorte que je dois vérifier l'intégralité des infos qui me concernent? Je pense qu'il faut comprendre comment le système est conçu pour saisir son mode de fonctionnement. Je parlais avant de ce que font les utilisateurs sur le site. Ils partagent leurs informations avec leur entourage. Mark ne répond pas du tout à la question. Mais en face de lui, le journaliste insiste. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous semblez avoir décidé de rendre publiques mes informations personnelles sur Facebook. Vous l'avez fait tout seul, sans prévenir? Nous lui avons posé des questions l'un après l'autre et il a refusé de répondre. Alors nous lui disions, répondez! Ce n'est pas ça notre question. Et à force de ne pas répondre aux questions des deux journalistes, l'interview devient de plus en plus musclée.
Ces emails que vous avez écrits à la fac, ils vous suivent, que ça vous plaise ou pas. Kara évoque un email envoyé par Mark 5 ans plus tôt. Un email où il écrivait que les utilisateurs de Facebook étaient bien naïfs de lui faire confiance. Mark est déstabilisé, il commence à transpirer. Comment expliquez-vous le scandale que ça a provoqué? Ça vous touche? Oui. J'ai fait plein de bêtises quand j'étais à la fac. Je ne me cherche pas d'excuses. Et je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Certaines accusations sont vraies, d'autres non. Pouvez-vous nous dire quelles accusations sont vraies? Je ne sais pas trop, c'est loin. Mark perd tous ses moyens, il ne maîtrise plus ses réponses et transpire un peu plus. Et il se met à transpirer, mais vraiment transpirer. À quel point transpirait-il? Oh, entre nous, on appelait ça la fête de la transpiration. On ne pouvait pas voir ça du public, mais c'était vraiment énorme. Ça coulait à grosses gouttes le long de son nez. J'avais peur qu'il fasse un malaise, et il était tout pâle, il avait l'air malade. Pour moi, c'était une crise d'angoisse. Il nous a dit qu'il ne se sentait pas bien, mais en tout cas, c'était très mauvais pour lui. Pour détendre l'atmosphère, Kara interrompt l'interview et tente une petite plaisanterie. Vous voulez retirer votre sweat? Non, je ne l'enlève jamais. Je sais, mais il y a des femmes dans le public qui aimeraient bien que vous l'enleviez. Non, En s'épongeant le front, Mark prend conscience de la situation. Il cherche une issue, mais les questions repartent de plus belle. Pouvez-vous expliquer ce qu'est la personnalisation instantanée? Pourquoi vous l'avez fait et à quoi ça sert pour vos utilisateurs? peut-être que je dois l'enlever. Enlevez-le. Pour gagner du temps, Mark décide d'enlever son sweatshirt, mais il va comprendre qu'il n'aurait jamais dû. C'est un sweat officiel. On imprime notre mission à l'intérieur. Oh mon Dieu! L'intérieur du sweat. Mais qu'est-ce que c'est? Rendre le monde plus ouvert et connecté. Oh mon Dieu, c'est un culte secret. Regardez ça. Rendre le monde plus ouvert et connecté, avec un symbole au milieu qui doit être réservé aux initiés, je pense. Un logo mystérieux qui vante les valeurs de Facebook. Kara gère la situation sur le ton de l'humour, mais cela ne suffit pas à détendre l'atmosphère. Mark Zuckerberg le sait, l'interview est une catastrophe, il ne pouvait rêver pire publicité. Ce jour-là, il prend conscience de ses difficultés à communiquer. Il comprend aussi que pour assumer parfaitement son statut de PDG de Facebook, il doit vaincre son anxiété maladive. Mark découvre l'importance de l'image et son douloureux apprentissage ne fait que commencer. Sorry about that. We're not even yelling at you. Yeah. Yet. We're not going to yell at No, of course not. That is a warm hoodie. Yeah, no, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh, really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret vault. Look at that, making the world open and connected. Stream graph platform and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. Oh, 2010. No, it's 2010. Oh no. Fondateur.
vivons une époque. Les prophéties de la Bible vont s'accomplir. Elles se réalisent.